Voilà, quelle réforme pour la santé au travail? C'est la question que nous allons nous poser au cours de cette dernière table ronde. C'est la question que vous pouvez aussi nous poser sur les réseaux sociaux. Je rappelle les hashtags, hashtag RST 2020, hashtag la prévention en action. Avec moi sur le plateau, Sandra Motin, honneur aux femmes. Vous êtes députée de La République En Marche, Isère, et vous travaillez en ce moment sur une proposition de loi concernant la santé au travail avec un groupe de 25 députés. C'est ça. Voilà. Maurice Plaisant, vous êtes président SSTI Corse du Sud et vous êtes président de Présence PACA Corse. Et Martial Brun, vous étiez précédemment avec nous sur le plateau, vous êtes le directeur général de Présence. C'est ça ? Alors, Sandra Motin n'est pas contente parce qu'elle a réagi à ce que j'ai dit précédemment et on va corriger un peu les propos de Charlotte Lecoq. Oui, j'y tiens parce que notre objectif, à nous parlementaires, c'est absolument pas de stigmatiser qui que ce soit et certainement pas les services de santé au travail interprofessionnels. Effectivement, Charlotte Lecoq s'est exprimée dans les Échos et elle a pointé le fait que des centres de santé au travail, pas tous les centres, quelques-uns, ceux qui étaient des fois dans des territoires très particuliers, comme dans le Grand Est, qui était une région particulièrement touchée, ont été contraints effectivement de fermer pendant un temps et de se mettre au chômage partiel. Vous avez entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Claudine, qui est passionnée. On voit Gérald de Mortière, pareil, qui est passionné. Alors, il y a une nuance entre les centres, des centres et quelques centres. Et là, ils le ressentent dans leur chair, on peut les comprendre, non ? Oui, bien sûr qu'on peut les comprendre. C'est jamais facile quand tout d'un coup on reçoit ça et qu'on se dit mais non, moi j'étais là et avec mes équipes on a fait le boulot. On a fait le boulot, donc, on a fait le job. Bien sûr que c'est important de le redire et on l'a toutes redit. Pour autant, je crois aussi que c'est important d'expliquer des fois aussi à des chefs d'entreprise que un service de santé au travail, c'est une entreprise aussi, qu'elle est confrontée aux mêmes difficultés que lui et que, en l'occurrence, dans certains cas, sur certains territoires, elles ont été contraintes de fermer. Il y a pu avoir des problèmes. Alors, on ne va pas faire la table ronde là-dessus, mais c'était important de faire le correctif, c'est normal. Merci. Voilà. La réforme de la santé au travail. Alors d'abord, est-ce qu'on a besoin de la réformer, la santé au travail? C'est peut-être la première question à se poser, non ? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un besoin d'aller plus loin finalement dans la façon dont les entreprises peuvent prendre soin de leurs salariés. Il y a un chiffre, moi, qui m'a particulièrement interpellée pendant cette crise, c'est celui qui disait qu'en fait, près de 70% des Français font confiance à leur entreprise pour s'occuper de leur santé. Je crois que c'est un véritable capital de confiance sur lequel il faut qu'on travaille pour renforcer ces dispositifs de santé au travail. Moi, j'ai été aussi rapporteur sur la loi retraite. On a beaucoup parlé à ce moment-là de prévention, de pénibilité, de fin de carrière. Je crois que la santé au travail, c'est finalement le lieu et c'est vraiment les acteurs de la santé au travail, tous les acteurs ont un rôle à jouer pour faire en sorte que, oui, on vieillisse mieux au travail, qu'on puisse être en bonne santé, qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. On voit que nos conditions de travail, elles changent. Et bien, il faut que la santé au travail, elle change avec ces conditions. Alors, si j'ai bien compris, en fait, vous nous dites, on a une expertise de la santé au travail, et vous la saluez, puisque vous dites que les Français font confiance à ces expertises, mais maintenant, il faut aller plus loin. Voilà. Parce que c'est un enjeu de société, les carrières longues, on va vieillir, ça, faut aller plus loin. Exactement. Alors, comment on y va ? Comment on y va ? Nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est que tous ces acteurs de santé au travail, que ce soit les acteurs publics, comme la CARSAT ou comme les agences régionales d'amélioration des conditions de travail, que ce soit l'Institut national de recherche en santé, et tous les acteurs privés, les services de santé au travail interprofessionnels, mais aussi tout l'écosystème finalement qui gravite autour de ce sujet de la santé au travail, que tous ces gens-là travaillent mieux ensemble. Que certains arrêtent de refaire le travail d'autres. Parce qu'hélas, des fois, on constate que des fiches qui sont sorties par l'Institut national de recherche en santé sont reprises, puis recyclées, non pas tout à fait, retravaillées un petit peu, on va dire, en termes de communication, par d'autres acteurs, alors qu'elles essayent de faire le mieux pour que ce soit clair. Donc, on voudrait finalement qu'il y ait plus de synergie, plus de dialogue avec les médecins de ville également, qui ont un rôle à jouer, notamment dans la désinsertion professionnelle. Et donc, nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que le chef d'entreprise, qu'il soit
un patron d'une toute petite entreprise de 1 à 5 salariés, ou que ce soit le DRH d'un grand groupe de plus de 1000 salariés, que ces gens-là, en fait, ils trouvent un endroit tous les professionnels dont ils pourraient avoir besoin et qu'ils soient pris en charge. Donc c'est le fameux guichet unique, qui est le phare de cette réforme. Alors on va revenir en détail là-dessus, mais d'abord, vous, Maurice Plaisant, et Martial Brun l'a souligné aussi, vous êtes dans un état d'esprit positif, c'est ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas contre cette réforme, simplement vous vous dites, voilà, c'est en train de se jouer, est-ce que ça va jouer avec nous, contre nous, sans nous donc on n'est pas contre la réforme, mais on voudrait être force de co-construction, c'est ça ? Tout à fait. Depuis maintenant 2 ans que ce projet de réforme est lancé, il a déjà été modifié et amendé par les propres acteurs de ce rapport. Nous sommes complètement dans le sens de l'évolution du service de santé au travail, dans l'accompagnement de cette réforme. Mais pour accompagner, il faut qu'on soit deux. C'est-à-dire qu'il faut que les services de santé au travail puissent s'exprimer. Et à ce jour, le dialogue avec les auteurs de ce rapport n'a pas été très développé. Je reprends tout simplement les propos dits par bon nombre d'OP, d'organisations patronales. Dans le cadre de leur rencontre avec les organisations syndicales, on se rend compte qu'il y a quand même des pierres d'achoppement et que le discours qui est envoyé par les rapporteurs de ce rapport ne sont pas très bien perçus et ne sont surtout pas trop perçus dans les territoires. Dans les territoires, Madame la députée parlait d'une co-construction avec l'ensemble des acteurs de santé. Oui, mais si je prends l'exemple PACA-Corse, les services de santé au travail, au nombre de 16, ont une action permanente sur le terrain. On va pas revenir sur la crise des 2 mois, mais ce sont des services qui sont en adéquation avec la directe et qui suivent les consignes, y compris gouvernementales, lorsque le besoin s'impose. Mais le quotidien est quand même d'assumer la fonction et de prévention et du mode curatif sur l'ensemble des entreprises suivies. Aussi, ce qui est certain, c'est que dans le cadre de ces territoires, dans les plus petits centres, parce qu'il ne faut pas confondre service et centre. Un service dispose de plusieurs centres. Effectivement, on a parlé de centres qui ont pu être à un moment donné confrontés au même problème que tout un chacun. Donc, si vous voulez, dans les territoires les plus reculés, beaucoup d'acteurs que vient de citer Madame la députée sont absents. Si je prends sur mon territoire, ne fût-ce que le territoire de Corse, nous n'avons pas de médecin inspecteur régional. Nous n'avons pas de représentant de la CARSAT. Nous avons très peu d'acteurs qui peuvent s'associer au service santé au travail pour apporter la contribution au service des entreprises et de leurs salariés. Alors bon, là, Sandra Motin, on voit bien, alors, la co-construction, vous êtes preneuse, oui, mais et comment on fait cette co-construction pour aller au plus près, pour descendre en clair du gouvernement en passant par l'Assemblée nationale et arriver au service de Maurice en Haute-Corse? Comment on fait pour que tout le monde soit entendu? Corse du Sud. Corse du Sud, oh là, attention. Excusez-moi, Maurice. Non, mais désolé. C'est très bien. Voilà. La Corse du Sud est la plus belle, le plus bel endroit de la Corse. Merci. On va rester sur la Comment on fait? Eh bien, en fait, on se sert de la force, justement, de la représentation nationale. La représentation nationale, c'est 577 députés. Et je peux vous assurer que si on a un groupe de travail et un noyau dur de 25 députés, déjà de la majorité, des 3 groupes de la majorité, qui travaillent aujourd'hui à un travail d'audition. Donc, justement, on écoute les acteurs. Vous arrivez à leur parler à ces députés? Vous êtes en contact avec? Je connais Madame Motin depuis ce jour. Ah ben voilà, donc et je connais Madame Lecoq depuis l'Assemblée Générale de 2019, en avril. Donc personne, moi, à titre de président de région, je n'ai jamais été ni invité, ni sollicité. Il faut quand même savoir que la question que vous posez m'amène obligatoirement à apporter une réponse peut-être un peu directe, mais c'est dans mon tempérament et je ne vais pas m'en cacher. Je veux dire, la proposition de loi est écrite
et devrait passer, semble-t-il, si on y croit, si on en croit le calendrier établi par les auteurs, fin de mois. Nous sommes fin octobre, avant la fin de l'année. Hein. Donc, si vous voulez, est-ce que pendant 3 mois, les auditions vont pouvoir se faire à partir d'une proposition de loi qui a déjà été écrite? C'est la question qu'on pose. Vous m'apprenez quelque chose, en fait. Alors, en clair, est-ce que c'est déjà plié? Voilà, c'est ce que nous dit Maurice. Hein, c'est ça. Absolument. Est-ce que c'est déjà plié? Je vais juste essayer de revenir un tout petit peu sur notre méthodologie. Allez-y. On a commencé effectivement un travail à 3 avec Charlotte Lecoq et Carole Grandjean autour du rapport à la fois celui de Charlotte Lecoq, mais également celui des sénateurs, dont M. Artano, parce qu'ils étaient tous les deux sur des positions assez orthogonales. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'essayer de trouver la voie médiane dans tout ça. Et surtout, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne fallait pas qu'on y aille seul. Donc, notre première démarche, elle a été d'aller voir la ministre du Travail pour lui demander de réactiver les négociations entre organisations syndicales et organisations patronales. Et donc, on a poussé, pendant plusieurs mois avant la crise, pour que la feuille de route qui devait être donnée pour cadrer la négociation soit envoyée le plus vite possible aux organisations. En parallèle, on discutait avec elle et on a été assez heureuse de voir que le MEDEF reprenait l'initiative pour relancer cette négociation. Ça a été notre première action. Notre deuxième action, ça a été effectivement de se dire, en parallèle de ces négociations, nous, ce qu'on veut, c'est exprimer notre volonté d'une réforme ambitieuse. Donc, quelque part, on a essayé de donner un objectif ambitieux aux négociations en faisant une proposition de résolution au sein de l'Assemblée nationale, pour vraiment affirmer les 3 axes sur lesquels on a envie que ça bouge. Ensuite, donc les négociations se sont lancées. Nous, ce qu'on a décidé, c'est en parallèle de faire un cycle d'audition, d'écouter les gens, d'écouter les acteurs. Pas uniquement les organisations syndicales et patronales, mais bien tous les acteurs. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a donc ce groupe... C'est-à-dire tous les acteurs, les syndicats de médecins du travail, les formateurs, les CARSAT, l'ARACT, l'ANACT, bien sûr les services de santé au travail. Tout le monde va être invité, même Pôle emploi. On se dit aussi que, pourquoi pas, la santé des gens qui sont privés d'emploi pendant un temps, elle est importante aussi. Donc, on ratisse vraiment très très large. Vous, Martial Brun, pendant la préparation de l'émission... J'ai juste une chose à dire importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte écrit. Concrètement, nous n'avons pas de texte écrit. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne veut pas ni pirater, ni parasiter les négociations salariales et patronales qui nous semblent extrêmement importantes. Moi, je crois que envisager un accord national interprofessionnel, ce serait une excellente nouvelle, parce que ça viendrait du terrain. Après, moi, je reste aussi très consciente, après 20 années dans les RH, qu'un accord national interprofessionnel, il ne touche pas tout le monde. Et qu'il y a plein de petites entreprises qui ne sont pas dedans. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin, nous certainement, de nous saisir à la fois de ce qui aura été négocié et peut-être des angles morts qui n'auront pas été vus pour proposer un texte de loi. Mais en tout cas, on ne peut rien écrire tant que tout ça n'est pas fait. Et puis sur la façon dont on envisage aussi les choses, notre méthode à En Marche, soyons clairs, c'est la co-construction avec le terrain. On le fait sur tous nos textes. Donc celui-là n'y fait pas exception. Et on est en train de travailler actuellement justement à la construction de rendez-vous territoriaux avec tous les acteurs. Et donc en se servant de la force des 577 députés et au moins des 150 de notre groupe de travail pour justement vous inviter à venir vous exprimer en région sur ce sujet-là. Alors pour bien s'exprimer, ce que disait Martial quand on a préparé cette émission, il disait on aimerait bien avoir un cahier des charges, savoir un peu où ils veulent aller, parce que nous on est force de proposition, on est dans un état d'esprit positif, mais où on va? C'est vrai que si on sait de quoi on va parler, c'est plus facile de parler, non? Voilà. C'est ça ou pas, Martial? Il y a une grande question, mais qu'a commencé à poser Madame la députée, on a une question du périmètre d'intervention des services de santé au travail qui est posée. Alors ce périmètre, c'est 2 dimensions. C'est à la fois le public bénéficiaire. Aujourd'hui, nous intervenons auprès des salariés du secteur privé, principalement, quand même 700 000 agents de la fonction publique, et dans la TPE-PME, pour être clair. Donc ça, c'est la première chose. Si on élargit le périmètre, ce qui est une réflexion tout à fait audible, le travail évolue, le CDI... 1 800 000 indépendants, c'est un secteur en croissance. 1 300 000 salariés de particuliers employeurs, c'est ça? Et puis il y a les salariés du public.
Donc c'est ça l'élargissement du périmètre. Du public, on pourrait ajouter les auto-entrepreneurs, près d'1 million d'auto-entrepreneurs actifs. C'est 880 une double activité, mais les chômeurs, oui, bien sûr. Et les demandeurs d'emploi. Donc vous voyez que nous parlons de millions de personnes. Donc évidemment, nous nous interrogeons dans notre contribution à dire, alors ce n'est pas à nous de définir quel doit être le périmètre, ça ce sera l'objet des négociations des partenaires sociaux et la décision des pouvoirs publics, mais nous, on a une capacité à évaluer la faisabilité de ce qui va être demandé. Donc c'est vrai que cette question du périmètre est essentielle. Alors je le disais sur le public bénéficiaire, mais aussi sur le quoi. Jusqu'où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises aujourd'hui? Alors notre périmètre, il a été inscrit dans une loi en 1946, éviter toute altération de la santé du fait du travail. Alors, on voit, ne serait-ce que pour citer le Covid, du fait du travail, le Covid, il n'est pas du fait du travail, mais il s'est importé dans l'entreprise. Et on est rentré, dans le monde moderne, dans une vision plus globale de la santé, où il y a différents aspects qui jouent sur la santé des individus. Donc, ce périmètre, il est très important à définir. On a parlé de la multitude des acteurs susceptibles d'intervenir. Donc, nous, notre demande, c'est de travailler un cahier des charges pour les services de santé au travail, pour définir concrètement qu'est-ce que vous attendez du service de santé au travail et comment allons-nous mesurer que le service est rendu de manière effective. Donc ça, c'est un point très important. Quel périmètre, qu'est-ce que vous attendez et comment on mesure la faisabilité de tout ça? Alors, les axes de travail, en fait, on les a définis, enfin les grands axes, on les a définis justement dans cette proposition de résolution, où on a insisté sur, quelque part, une simplification et en tout cas une simplification pour le chef d'entreprise dans l'idée du guichet unique, donc pour pouvoir toucher plus facilement tous les acteurs et avoir une meilleure coordination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'essayer de rationaliser l'offre, en tout cas de l'harmoniser. Et je crois que c'est ce dont sont en train de discuter les partenaires sociaux. Ils avaient une réunion là-dessus hier, et je crois qu'ils vont en rajouter une. Et je m'en réjouis, parce qu'effectivement, cette offre socle, telle qu'on l'appelle, elle est importante parce qu'elle va donner la mission de base des services de santé au travail. Par contre, ça va leur permettre aussi d'étoffer quelque part leur offre avec des services complémentaires, mais on saura bien déterminer ce qui est de l'offre de base et ce qui est du service plus. Et puis, le service plus, ce sera qui? Alors, on a les SSTI qui savent faire plein de choses en fait. L'offre de base, c'est ce que vous voulez, c'est une homogénéisation sur le territoire national de l'offre de base avec un tarif homogène avec aussi, un tarif homogène. Et des offres complémentaires qui seront à l'appréciation des territoires. Exactement, parce que par exemple, quand on est du côté de Marseille, de l'étang de Berre, c'est ça? De Berre, concrètement, on a des risques chimiques, on a des choses qui sont extrêmement lourdes à gérer. L'offre de base, l'offre socle ne répondra pas nécessairement à toutes les demandes des entreprises. Donc, il faut qu'il y ait cette souplesse-là. Et puis le troisième point qui est extrêmement important, je trouve, c'est celui de la désinsertion professionnelle, la lutte contre la désinsertion professionnelle. On a beaucoup d'outils, aujourd'hui ils sont assez méconnus et ils demandent une meilleure coordination finalement des acteurs, y compris de la santé en ville. Et je crois que pendant ce confinement, pour moi, il y a eu deux choses extrêmement positives du côté de la prise en charge de la santé des salariés. D'abord, les téléconsultations, qui ont permis effectivement de s'ouvrir. Et je sais que dans ma région, en Rhône-Alpes, notamment, les médecins du travail ont accès en fait à la même plateforme de téléconsultation que les médecins de ville. Ce qui représente un deuxième avantage, c'est qu'ils ont pu faire de la téléexpertise avec des médecins spécialistes ou avec des médecins généralistes. Et donc finalement, partager déjà les informations entre eux et évaluer entre eux des cas spécifiques. Quand vous dites qu'ils vont travailler ensemble, c'est-à-dire que les médecins de ville vont faire le boulot des médecins du travail? Non. Pourquoi? Parce qu'un médecin du travail, il a une formation spécifique. Il a une formation qui est à la fois celle d'un médecin, mais aussi celle d'un juriste. Ensemble, l'idée, c'est que quand, par exemple, vous allez voir votre médecin pour vous faire arrêter, si vous vous êtes cassé la jambe, concrètement, ça ne va pas être très compliqué. Si vous êtes immobilisé chez vous, vous ne pourrez pas vous déplacer sur votre lieu de travail. Mais aujourd'hui, on a ouvert, par exemple, la possibilité d'avoir du temps partiel thérapeutique. Or, comment est-ce que le médecin de ville peut estimer tout seul, à chaque fois, le temps que la personne va pouvoir télétravailler de chez elle par rapport à son environnement de travail? Comment est-ce qu'elle pourrait aller quand même sur son lieu de travail une journée par exemple par semaine parce que ce serait utile?
il y a tout un tas de choses comme ça, d'organisation finalement du travail. Si je prends l'exemple allemand, au bout de 30 jours en Allemagne, le médecin du travail, le médecin de ville, les syndicats et l'employeur s'appellent pour savoir comment est-ce qu'on organise la reprise du travail de la personne. Et ça, je crois que c'est un véritable bon exemple à suivre, parce qu'aujourd'hui, on sait, quelqu'un qui reste 6 mois en arrêt, il revient rarement au travail. C'est un bon exemple, et en même temps, on connaît tous les problèmes de déserts médicaux, on connaît tous la surcharge des médecins de ville. Dans la pratique, est-ce que ça va marcher? Et je complète avec une question sur le guichet unique, parce que ça fait pas mal réagir, le guichet unique. Le guichet unique, c'est une bonne idée ou c'est une couche de plus dans le millefeuille? Et à quoi ça va servir exactement? Alors, en termes de temps, l'idée, c'est quand même que dans les services de santé au travail, dans les centres, on a des équipes pluridisciplinaires. L'idée qu'on a aussi, c'est de faire, par exemple, progresser le travail des infirmières de manière à ce qu'elles puissent faire plus de choses, de manière à libérer du temps de soins pour les médecins. Ce qui rendrait effectivement ce dialogue possible. Et soyons clairs, c'est aussi la téléconsultation qui nous le permet, parce qu'il n'y a plus besoin de se déplacer et on peut faire ces téléconsultations très facilement avec les nouvelles technologies. Donc, moi, je crois que, et d'ailleurs, la négociation va s'ouvrir sur ce sujet-là, la meilleure articulation, le partage d'une partie au moins du dossier médical partagé, tout ça, c'est des choses, justement, c'est l'évolution de la société, l'évolution de la prise en charge de la santé. La santé, elle ne s'arrête pas à son lieu de travail. La santé, c'est quelque chose de global, d'autant plus quand on télétravaille de chez soi. Sur le guichet unique, oui, c'est pas un machin. Le guichet unique, l'idée, c'est pas de fondre tout le monde dans un seul et même moule. C'est pas que chacun perde son identité. C'est que chacun se coordonne mieux. Et c'est fait surtout pour que les toutes petites entreprises, moi je pense vraiment beaucoup à elles parce qu'elles sont majoritaires en France, c'est 95% du tissu de nos entreprises, puissent avoir un meilleur accès à l'ensemble des services. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre elles ne connaissent que leur centre de services de santé au travail et rien d'autre. Ils ne connaissent pas la CARSAT, ils ne les connaissent que comme des gendarmes, ils ne connaissent pas l'ANACT, ils connaissent en fait ils connaissent une petite partie de ce qui pourrait être à leur disposition. Et donc l'idée, c'est de les aider à mieux y accéder. Les aider à y accéder, tout ça. Alors on va laisser Martial Brun et Maurice réagir. Avant qu'ils réagissent, moi j'ai une question du sénateur Artano qui nous dit: un tarif homogène ne risque-t-il pas d'impacter les SSTI quant à leurs ressources? Les besoins financiers ne sont pas les mêmes entre les structures de taille différentes. Ne peut-on pas réfléchir à ce que les ressources des SSTI soient modifiées? Alors, je crois que les SSI ont pas vraiment. Vous ne faites pas confiance, vous lisez aussi la question. Non, d'ici, je ne vois rien du tout. Terrible, je vous rassure. D'ici, je ne vois rien. Non, je crois alors, on va avoir une discussion avec le sénateur Artano aussi. On doit le rencontrer très bientôt pour voir un peu comment tout ça évolue, pour faire aussi pour partager sur les évolutions de la négociation, pour l'accompagner finalement aussi avec nos travaux. Je crois que l'harmonisation sur le socle, ça s'entend si effectivement on permet aussi aux centres de services au travail d'avoir des offres complémentaires adaptées justement au territoire. Et moi, je crois vraiment à cette souplesse et à cette articulation, mais je pense aussi qu'il faut à un moment que les chefs d'entreprise, notamment dans les TPE-PME, arrêtent de se dire qu'ils payent trop cher un service dont ils ne savent pas vraiment, eux, personnellement, à quoi ça leur sert. Moi, j'ai rencontré plein de petits patrons qui me disaient ça. Alors, après, bien sûr, moi-même, j'arrive à leur dire, mais bien sûr que ça vous sert. Ça vous sert parce que vous êtes sûr que votre salarié, il peut travailler, qu'il est apte à le faire et que vous êtes dans les bonnes conditions pour le faire travailler. Maintenant, c'est vrai que de prime abord, ils ont quand même l'impression, surtout depuis la dernière réforme, que ça leur coûte quand même très cher. Donc, il faut qu'on arrive en fait ensemble à arrêter il faut donner de la lisibilité aux services de la santé au travail. Exactement. Dans l'intérêt. Beaucoup plus de lisibilité pour le chef d'entreprise, de manière ensuite à pouvoir proposer des offres complémentaires qui seront adaptées aux entreprises et aux territoires. Beaucoup de choses à dire. Un guichet unique, un socle homogène, décloisonner la santé entre le public, la santé publique et la santé au travail. Maurice, juste une petite intervention sur le guichet unique et sur les représentants donc, de la prévention en général. L'écart est quand même énorme. Les services santé au travail regroupent 16 000 salariés, 16 à 17 000 salariés, et le reste des acteurs de prévention sont à 10-15%. Donc on voit déjà la démesure.
avant de mettre tout le monde d'accord et avant d'essayer d'harmoniser tout ça et de rendre homogène le service de prévention, il va se passer du temps. Ensuite, pour l'intervention du sénateur, de monsieur le sénateur Artano, elle est en sous-jacence, il y a quoi dans sa question? Il y a le fait que les services de santé au travail ne fonctionnent qu'avec de l'argent des entreprises, de la cotisation des entreprises. Aucun service de santé au travail en France, sur les 240 à peu près, Martial, sur les 240, ne perçoit un seul centime de l'État. Ce qui veut dire que nos budgets sont établis annuellement en fonction, bien entendu, du nombre d'adhérents et du coût de la cotisation. Je suis heureux d'entendre Madame la députée défendre les services santé au travail face à des employeurs qui disent « ça me coûte cher ». Moi, je peux vous dire, sur mon expérience professionnelle, 40 ans de transport, de direction pour un groupe national et pas le moindre, que mon service de santé au travail, bien avant que je ne sois moi-même administrateur du service de santé, nous a énormément rendu service, a été très présent. Et quand le service de santé au travail avait des difficultés, le responsable que j'étais avait la possibilité d'entrer en contact avec le service, parce que sur un simple coup de fil, parfois on peut désamorcer une situation qui est compliquée. Et sur les terrains, les services santé au travail ont toujours été présents. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Le guichet unique, réunir des acteurs qui sont en déséquilibre. Alors, pas sur la qualité, sur la quantité. Ensuite, en arriver à la question de M. Artano sur le fonctionnement. Les fonds. Les fonds viennent essentiellement des entreprises, je me répète, mais je suis obligé de le dire. Ensuite, bien entendu, je n'ai pas entendu parler de formation des médecins. Si nous sommes en déficit de médecins, ni vous ni moi ne sommes responsables de cette situation, ce sont les gouvernements précédents qui ont peut-être à un moment donné imaginé qu'il fallait un numerus clausus et que les formations allaient être peut-être sur d'autres disciplines que la santé au travail. C'est pas pour rien qu'on a mis en place une multidisciplinarité de façon à ce que on pallie. Chaque fois, on essaye de mettre un pansement sur une plaie qui commence à s'ouvrir. Et c'est compliqué. On parle de santé. Et c'est compliqué. Donc, si vous voulez, au niveau des entreprises, le médecin du travail, c'est le socle entouré d'une équipe. Mais cette équipe, elle est active et elle est en permanence en réactivité avec les demandes de l'employeur ou du salarié, puisque le salarié peut demander. Ce qui veut dire que la prestation annuelle, le coût annuel d'une prestation d'un service de santé au travail ne concerne pas qu'une visite médicale, parce que les visites médicales, vous l'avez entendu sur la table ronde précédente, elles se situent entre 1 et 5 ans. Bon. Mais justement, Sandra Motin, elle dit qu'elle veut donner de la lisibilité à tout ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bien sûr, mais bien sûr, on ne peut pas être contre ouvrir une... On ne peut pas être contre Sandra Motin, non. C'est gentil. C'est gentil. Aussi, je dis ça, elle est à côté de moi, je suis à portée de baffe. Heureusement, j'ai le plexiglas. Mais ça, vous avez le plexi et il faut éviter les grands gestes. Non, mais bien sûr, mais si vous voulez, moi j'ai cru, ce matin, je suis content d'avoir entendu, on va vous entendre. Ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est entendre la fédération qui regroupe les 240 services de santé au travail, qui a une production annuelle, je les ai, si vous avez peut-être connaissance de ces documents, vous les recevez, madame, en tant que DRH, vous avez dû quelque part les savoir. Y a-t-il eu un autre organisme en France en matière de santé au travail, qui fournit ces documents? Je me tourne vers Martial Brun, je le lui demande. Est-ce que ces documents sont des documents qui reflètent fidèlement le quotidien des services de santé? Martial, avant que vous répondiez, moi j'ai une question à vous poser. Déserts médicaux, ça concerne les médecins, les généralistes. Est-ce qu'il y a aussi des déserts médicaux de la santé service de santé au travail, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être le dernier bastion qui résiste encore? Il y a des déserts médicaux, y compris en santé au travail. Oui. Il y a un déséquilibre. La loi n'a jamais obligé un médecin à s'installer à un endroit. On le fait pour les pharmaciens, on le fait pour certaines professions, mais pas pour les médecins. Donc il y a un déséquilibre de ressources médicales. C'est vrai pour les médecins généralistes. Et en général, les déficits se recoupent assez bien. C'est-à-dire que ce sont les mêmes régions qui sont concernées. Donc c'est vrai que l'option, parfois qu'on entend, du recours aux médecins généralistes en substitution du médecin du travail, va se heurter à cette réalité-là.
Et puis, soulignons quand même, c'est peut-être, on ne l'a pas dit, hein, la spécialité. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi de compétences. Alors bien sûr, les généralistes sont très compétents sur... Oui, mais c'est une formation de 2 ans, hein, pour être... C'est même 4 ans. C'est 4 ans. C'est 4 ans, mais il serait intéressant, effectivement, de pouvoir, peut-être, et ça c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, pouvoir la passer à 2 ans pour des gens qui auraient déjà exercé en tant que médecin généraliste, par exemple, pendant un certain nombre d'années. Le médecin collaborateur peut, au bout de entre 2 et 3 ans, en fonction de l'université qu'il suit, le médecin collaborateur est un médecin généraliste qui souhaite changer 2 ans, parce qu'en fait, souhaite changer de métier et évoluer dans son métier et être qualifié en santé au travail. Donc ça passe entre 2 et 3 ans. Et moi-même, dans mon service, j'ai un médecin collaborateur qui, au bout de 3 ans, a obtenu son diplôme. Alors on poursuit. Maurice Plaisant, vous avez interpellé avec les documents. Oui. Alors, tout à fait. Alors, je voudrais juste finir sur la compétence, parce que c'est vraiment la plus-value des services de santé au travail. C'est la double connaissance à la fois des situations de travail, au plus près, on a vu tout cet enjeu de proximité, de connaissance du terrain, et de l'état de santé du salarié. Et ça, c'est quelque chose à préserver dans la réforme à venir. C'est-à-dire que cette capacité à conjuguer cette connaissance et des situations de travail et de l'état de santé, c'est quelque chose qui est sensible, parce que ce déficit médical pourrait rompre cette plus-value-là. Donc ça, c'est un point important. Alors, pour revenir aux capacités, et puis ça lie un petit peu le sujet de la démographie. Il va y avoir aussi un enjeu d'aménagement du territoire. Regroupement de services, compétences géographiques. Vous savez qu'aujourd'hui, les services ont une compétence géographique. Elle est bien souvent monopolistique, c'est-à-dire qu'un service de santé au travail a une compétence géographique fermée. Malheureusement, l'employeur n'a pas le choix de son service de santé au travail, il a l'obligation d'adhérer, mais il adhère. Il y a une contrepartie à ça, c'est que le service est obligé de fournir. Partout, et c'est pour ça qu'on a un maillage extraordinaire, toute entreprise, même, alors il peut y avoir des incidents, maladies, etc., mais toute entreprise a un médecin référent. Donc ça, c'est aussi très important dans le principe, je crois, qui est porté par ce gouvernement d'universalité, où vous parliez des demandeurs d'emploi, de portabilité, etc. Enfin, il y a des enjeux très importants. Et ça va être une dimension aussi très importante des choix, des options qui vont pouvoir se dégager pour voir si on continue à pouvoir assurer ce maillage complet et en cohérence. Alors, les chiffres, effectivement, ça nous permet de rendre compte de notre activité. Il y a malheureusement là, eu un déficit de communication ou des transmissions. On a vécu plusieurs années, notamment du bilan des conditions de travail, où il n'y avait plus un chiffre sur l'activité des services de santé au travail. C'est difficile de conduire une réforme ou d'anticiper une réforme quand on a cassé le thermomètre. Donc là, on produit des données. Enfin, il y a un travail, que ce soit celui de Charlotte Lecoq, un rapport IGAS derrière, qui a vraiment documenté sur la réalité des choses. Donc ces éléments-là, aujourd'hui, nous paraissent essentiels de remettre sur la table dans les consultations que vous envisagez pour regarder le pragmatisme nécessaire. Il y aura des différences territoriales, il y a des différences de bassin d'emploi. Ce qu'on a toujours redouté, et d'ailleurs on a mis beaucoup d'années à en sortir, c'est le caractère systématique d'une loi ou d'un règlement qui ne permet pas l'adaptation. On a mis des décennies à sortir d'une visite annuelle pour tous les salariés, quel que soit leur état de santé. Et donc cette capacité, la résilience qu'on a entendu exprimer tout à l'heure, il faut qu'elle soit possible. Donc là aussi, on attend de la loi qu'elle fixe un cadre, un périmètre défini, donne de la lisibilité aux entreprises, qu'elles sachent à qui s'adresser. Alors une petite insiste sur le guichet unique. Alors, le guichet unique envisagé dans l'information donnée à une entreprise, vous avez un problème de santé au travail, appelez le numéro un tel, point. Ça, personne ne va être contre. Après, qu'est-ce que ça suppose en structure? Qu'est-ce que ça suppose en articulation entre les acteurs? Les financements ne sont pas les mêmes, les responsabilités ne sont pas les mêmes, etc. etc. C'est toutes ces choses-là qui sont des sujets très opérationnels qui seront à travailler. Le diable est dans les détails. On ne vous a pas entendu sur l'offre de socle homogène. Alors, nous, on a fait un travail, Madame Motin en est informée, on l'a adressé, un travail, j'allais dire, précis, dans le sens où on a défini quelles sont nos quelques grandes missions. Alors, c'est la fonction d'aide à l'évaluation des risques, c'est notre première mission. Il faut, si on veut rendre acteurs le chef d'entreprise et les salariés, il faut qu'ils aient conscience des risques auxquels ils sont exposés. Donc, il faut leur mettre le pied à l'étrier, notamment dans la TPE et PME, et donc les aider, les accompagner, apporter une compétence pour leur permettre de faire l'évaluation des risques qu'ils ont à prévenir. Donc pour vous, ce serait ça le socle homogène? C'est un des quatre pans. Un des quatre pans. Un des quatre pans. Allez-y. Donc ça, c'est déjà du travail sur 1 500 000 établissements. Ensuite, il y a ce suivi de l'état de santé qui doit être maintenu.
à une périodicité adaptée en fonction de l'état de santé, de l'âge, des conditions de travail. Il faut continuer ce suivi de l'état de santé. Ça nous permet d'avoir une alerte et de mettre en relation le poste de travail. Une fois qu'on a connu le poste de travail, qu'on a l'état de santé, on a une fonction de conseil, c'est le troisième pan, fonction de conseil à produire auprès des salariés et des employeurs. La quatrième est un peu spécifique et on pourrait la relier au conseil, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc là, on a identifié plus clairement, là aussi encore une fois, ce qu'on peut attendre d'un service de santé au travail. Et pour être concret, sur ces 4 pans, on a mis des indicateurs. Concrètement, comment moi je vérifie que vous m'avez aidé à évaluer mes risques. Ça doit prendre la forme de quelque chose de formel. Alors, il y a une discussion intéressante qu'on partage. Il y a des noms qui sont absolument abscons, comme fiche d'entreprise, document unique, ça ne parle à aucun employeur. Voilà. Si on pouvait adopter un autre nom qui donne de la cohérence du type plan d'action de prévention. Un autre formalisme. Un autre formalisme. Oui. Mais au moins, on pourrait, dans ce formalisme-là, quantifier si nous sommes intervenus dans la participation. Et ça, ce serait très concret pour mesurer le service rendu. Il nous reste 10 petites minutes. On laisse Sandra Motin répondre et après, on fait un petit tour de table de conclusion. Ça vous va ? Alors, moi, je rejoins effectivement le président Brun sur... Quand je vous écoute, j'ai l'impression... Le directeur. Oui, le président. Pardon. Quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression qu'il y a des convergences. Hein. Enfin, moi, c'est mon impression. Ah oui. Alors, bien sûr. Enfin, d'abord, il y a une volonté de travailler ensemble. Celle-là, elle est indéniable. Bon. Ça, je crois que c'est vraiment... C'est enregistré. Ah non, mais c'est vraiment très important. Je veux dire, moi, sur mon territoire, je mène aujourd'hui un travail avec les 5 directrices de services de santé au travail de l'Isère. Et on a commencé ce travail, on va continuer. Et puis, on va élargir le cercle, bien évidemment. Je suis un peu déçue parce qu'il y avait un beau salon Préventica qui était prévu à Lyon et qu'à cause de la reprise du virus et de la nécessaire protection de tout le monde, il n'aura pas lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir à monter quelque chose. D'ailleurs, vous parliez de webinaire, je vais certainement en proposer un, au moins aux intervenantes qui devaient témoigner, parce que ça me semble important d'avoir des témoignages de terrain, justement, de ce qui se passe. Je crois qu'on a effectivement des choses à faire, d'abord pour simplifier la vie des chefs d'entreprise, pour simplifier la lisibilité de ce qu'ils ont à faire, de ce pourquoi ils payent. Et puis, on a aussi à préparer l'avenir. On en a parlé, la désinsertion professionnelle et la prévention, pour moi, vont de pair. Je n'ai pas renoncé à la réforme des retraites et je crois que le sujet de la prévention en matière de santé au travail, il doit être bien plus important que celui même de la pénibilité. Parce que c'est en prévenant les risques, c'est en suivant effectivement les salariés tout au long de leur vie. Et là-dessus, on a aussi, et je crois que la négociation en cours l'a pas tout à fait, a commencé à la toucher du doigt, mais pas totalement, on a un enjeu de suivi tout au long de la vie. On parlait des différents statuts et du périmètre. En 1946, quand la loi a été promulguée sur les missions des services de santé au travail, on rentrait dans une entreprise, on y faisait toute sa carrière et on en ressortait à la retraite, plus ou moins abîmé par le travail qu'on avait à faire. Aujourd'hui, on fait 5 ans dans une entreprise, on se met en auto-entrepreneur, on fait 5 ans dans le service public parce qu'on essaye aussi, notamment avec l'ouverture aux contractuels, voilà, on fait 5 ans dans le service public. Et puis, on devient chef d'entreprise. Et puis, allez savoir, vous pouvez peut-être même être élu un jour à une représentation nationale et avoir encore un statut à part. Je vais me présenter. Je vous y encourage. Hein, voilà. Et concrètement, aujourd'hui, notre vie professionnelle, elle n'est plus linéaire. Or, je pense vraiment qu'il faut qu'on ait un suivi longitudinal. Il faut que la personne, quand elle rentre, un jeune, quand il rentre sur le marché du travail, il commence à être suivi et qu'il le soit jusqu'à la fin de sa vie et que tout ça, finalement, ça le suive, que son dossier le suive, pas qu'il y ait des coupures parce qu'à un moment, il a été chef d'entreprise et qu'il n'a pas été suivi. Pas parce qu'à un moment, il a été chômeur et que plus personne s'est inquiété de sa santé. Donc, je crois qu'on a un enjeu aussi pour finalement suivre ce qui est aujourd'hui la vie des Français, qui n'est plus forcément une vie de salariat, qui n'est plus forcément une vie linéaire au travail, mais qui est faite de différents statuts, de différents moments. Et on a à inventer ensemble la façon dont on va pouvoir suivre ça. Alors, peut-être pas avec cette réforme d'un seul coup, mais en tout cas, il faut qu'on s'ouvre la possibilité, par cette réforme, de pouvoir évoluer dans le temps.
Sandra, il nous reste vraiment très très peu de temps. En 30 secondes, on répond à une question et ce sera la dernière qu'on prend. Quid, c'est une question du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale, quid d'une formation obligatoire en santé au travail pour pouvoir créer une entreprise ? Moi, je suis parfaitement d'accord. Je pense effectivement que les chefs d'entreprise doivent avoir mieux conscience de l'utilité de la santé au travail. Il y a eu alors, je vais parler forcément de mon compère Olivier Torres, oui. Donc le professeur qui a l'Observatoire à Maroc, qui travaille sur la santé des dirigeants. Et on travaille ensemble vraiment pour faire en sorte que les dirigeants d'entreprise prennent conscience que quand ils s'occupent de leur santé, ils font du bien à leur entreprise, et quand ils s'occupent de leur santé, finalement, ça les met en alerte sur la santé de leurs salariés et que ça fait du bien à tout le monde. 2 minutes de conclusion à chacun. Martial Brun. Je crois que notre conversation, en fait, nous aussi, on a besoin de lisibilité. Hein. Les services, vous l'avez dit, sont un peu comme des entreprises, doivent investir sur des compétences, imaginer les locaux. Et effectivement, on est en demande de cette lisibilité. Et le meilleur moyen, c'est d'y participer à cette construction. On a ce petit caractère aussi de TPE-PME, qu'on a les pieds dans la glaise et qu'on a un petit peu des idées sur l'opérationnel. Donc on voit arriver tous les sujets, et je ne citerai que celui-ci, mais celui de la continuité, du suivi, le numéro de sécurité sociale. À cette heure-ci, les services n'ont toujours pas le droit de stocker le numéro de sécurité sociale. Comment voulez-vous cette transmission entre la médecine de ville, etc. Alors il y a des amendements qui sont en cours. J'espère qu'on va finir par y arriver. Mais ça, c'est des choses de déblocage. Et puis, parce que, je vous dis, notre contribution, elle est là. C'est-à-dire participer à cette étude d'impact. On peut élargir les périmètres, les missions. Alors bien sûr, dans le dialogue social qui est en cours, etc. Mais si on ne regarde pas concrètement ce que ça suppose, en faisabilité, c'est-à-dire compétences disponibles, organisation disponible, et j'allais dire aussi en droit, parce que n'oublions pas que notre institution a été marquée par des obligations réglementaires et qu'encore aujourd'hui, une entreprise vous dit « je veux être conforme à la loi, je veux que mes visites soient faites parce que c'est obligatoire ». Donc ces sujets-là doivent être tirés les uns après les autres. Quels sont, dans la modification de ce périmètre, l'impact sur la responsabilité des uns des autres, l'impact sur les organisations, et est-ce qu'on a la capacité, parce que notre volonté, comme la vôtre je suppose, c'est de réussir cette opération-là. Maurice Plaisant, en 1 minute. Oui, pour ma part, la responsabilité de l'employeur est indissociable de la capacité de décision qu'il met en œuvre. Je veux dire, on ne peut pas avoir trop de filtres entre l'entreprise et la responsabilité que mène le chef d'entreprise vis-à-vis des services de santé au travail. Ce que je dirais, c'est que ce projet, et le président Le Simple soulignait en introduction de cette émission, que si cette réforme est porteuse de projets et que chacun arrive à y retrouver son compte et que l'homogénéisation qu'on essaye de mettre en œuvre soit efficace pour la santé des salariés au bénéfice de leurs entreprises. Je crois que faire un pari pour 16 millions de salariés suivis, aujourd'hui, c'est compliqué. Cette réforme, nous voulons l'accompagner. Nous espérons que ça n'est pas une aventure hasardeuse et on essaye d'exister et de faire en sorte qu'avec les personnes qui sont des rapporteurs de ce projet, on arrive à dialoguer et à se tendre la main au bénéfice de la santé au travail. Voilà, Sandra, il vous tend la main. Et moi, vous voyez, je vous laisse le mot de la fin. On est sympa quand même. Un qui vous tend la main, un qui vous laisse le mot de la fin. Allez. Alors, bien sûr, notre objectif, c'est de travailler avec vous. Et donc, on va continuer et on va le faire à la fois sur les territoires et au national. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat pour nous. Continuer effectivement à entendre tous les acteurs, entendre les entreprises, entendre les services publics. Et puis, j'entends bien évidemment, alors c'est vrai que nous on porte une ambition qui peut vous paraître peut-être un peu folle, un peu grande, mais quelque part, si on n'a pas cette grande ambition, on a le sentiment aussi que on n'ira pas très loin. Donc on va vous faire confiance, bien sûr, pour nous dire jusqu'où on peut aller, mais on va aussi essayer de vous amener avec nous au plus loin possible grâce à cette ambition qu'on porte. Voilà, soyons ambitieux. Écoutez, je vous remercie tous. On arrive à la fin de cette émission. On a entendu beaucoup de choses. L'importance du terrain, le maillage territorial des SSTI, un atout important dans un
contexte de crise et de déserts médicaux, l'expertise française en matière de santé au travail que vous avez souligné, la capacité de décision et de réaction au niveau local et la maîtrise des budgets, on l'a entendu avec Claudine, la volonté de co-construire, je pense que là le message il est passé, vous avez bien compris, ils ont envie de travailler avec vous. Et voilà. nous aussi. Et vous aussi. Voilà, merci Sandra Motin, merci Martial Brun, merci Maurice Plaisant, merci à tous de nous avoir suivis sur les réseaux. Pour revoir ou partager cette émission, eh bien, vous pourrez vous connecter sur le site internet du réseau Présence, donc présence.fr, c'est ça, je ne me trompe pas. À l'année prochaine pour une nouvelle journée de la santé au travail, réformée ou pas.